été démocratiquement élu, lui met en danger la démocratie, mais Avichai Mendelblit, qui est le seul qui était à même de porter la signature sur la décision de mettre Benjamin Netanyahou en justice, qui n'a été élu par personne, lui est sauveur de la démocratie. Raphaël Hamzalak, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que l'on revienne avec vous d'abord sur les dernières accusations qui ont été portées par le conseiller juridique du gouvernement en direction de Binyamin Netanyahou, des accusations assez sérieuses selon lesquelles eh bien, Binyamin Netanyahou mettrait en danger la démocratie israélienne, qu'il aurait développé au cours des dernières années toutes sortes de démarches visant à nommer, faire des nominations personnelles dans le monde de la justice en particulier, pour peut-être orienter son procès, sont des accusations extrêmement graves. Comment vous les expliquez de la part de Avichai Mendelblit? Moi, je pense que Avichai Mendelblit est en totale perte de vitesse. Avichai Mendelblit avait déjà été mis en cause gravement dans la fameuse affaire Harpaz. Il suffit de lire les écrits d'Ayala Hasson de Dan Margalit sur cette affaire pour comprendre combien déjà à l'époque il était en porte-à-faux, combien déjà à l'époque il avait couvert Gabi Ashkenazi, mais là c'est beaucoup plus grave en fait. C'est beaucoup plus grave parce que c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, qui a été démocratiquement élu, lui met en danger la démocratie, mais Avichai Mendelblit, qui est le seul qui était à même de porter la signature sur la décision de mettre Benjamin Netanyahou en justice, qui n'a été élu par personne, lui est sauveur de la démocratie. Et sur la base de quoi? Sur la base d'un sentiment, sur la base d'une idée un peu floue. Non. Lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle d'acte d'accusation, surtout lorsqu'on est, comme Avichai Mendelblit, un juriste de premier ordre, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose qui doit s'asseoir sur des faits, non pas sur des sentiments. Ce qui est absolument évident de ce qu'on voit, notamment dans les 7 derniers mois, où Avichai Mendelblit, on ne l'entend plus, il ne publie absolument plus rien à l'encontre du gouvernement, c'est que Avichai Mendelblit est une personnalité purement politique, qui est complètement en perte de vitesse et qui ne comprend pas que son rôle, c'est d'être le gardien des valeurs du droit, de la Constitution, et non pas d'être un des acteurs de l'appareil politique. Et aujourd'hui, en tout cas en Israël, il ne faut pas s'étonner du manque de support des Israéliens dans le système de justice, lorsque une des figures de proue de ce système, c'est Avichai Mendelblit. Et pourtant, il faut bien rappeler que c'est Binyamin Netanyahou qui avait nommé Avichai Mendelblit. Mendelblit était le secrétaire général du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Alors, comment expliquer finalement ce retournement? Oui, Daniel, mais ça c'est pas un argument qui se tient réellement, pour la simple et bonne raison qu'il y a un système de nomination des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires en particulier. Ce système de formation aujourd'hui est complètement dépendant dépendant de commissions, de procédures qui font qu'en fait le gouvernement n'a pas réellement son mot à dire dans la nomination, dans la recherche du conseil juridique du gouvernement. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le dernier procureur de l'État. Le dernier procureur de l'État, le gouvernement Netanyahou a mis en avant un nom. Il a même fait une nomination qui était une nomination temporaire. Et ensuite, il s'en est suivi un nombre de lettres absolument ahurissantes publiées dans la presse par Avichai Mendelblit, qui avait d'ailleurs les deux casquettes, vous voyez, au niveau de la régulation des pouvoirs, à l'encontre du gouvernement. Mais il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que ce conseil juridique du gouvernement, il est censé défendre la position du gouvernement, notamment à la haute cour de justice. Vous imaginez, on vous impose votre avocat, on vous dit que c'est vous qui l'avez choisi, mais en fait, vous validez. Il n'y avait qu'un seul candidat. Donc, en fait, le gouvernement valide une candidature qui a été choisie et qui a été préparée par des juristes et par d'autres hauts fonctionnaires. Et puis derrière, lorsque le gouvernement ou des ministres du gouvernement demandent à Avichai Mendelblit d'aller défendre leur cas devant la haute cour de justice, on a eu le cas avec l'ancien ministre de la Justice, par exemple, Amir Ohana, alors on lui dit « Ah non, ça c'est une cause que je ne veux pas défendre, mais c'est plus grave ». Dans le cadre de Benjamin Netanyahou, il est revenu en arrière. Il a rétroactivement décidé d'empêcher une aide que Benjamin Netanyahou a perçue pour pouvoir défendre sa cause.
pour pouvoir défendre sa présomption d'innocence, un des socles de la démocratie au cours de son procès. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de millions qui ont été investis, et d'ailleurs la somme n'est pas transparente, par l'État, par le procureur de l'État pour porter cet acte d'accusation qui s'effondre réellement en cours. Et c'est complètement abject de dire que Benjamin Netanyahu a Alors, bénéficié de la presse israélienne, alors qu'on sait très bien que cette presse israélienne a toujours été très anti-Bibi. Enfin, vraiment, on est en train Alors de... justement, je voudrais avoir votre appréciation à ce stade du procès de Binyamin Netanyahou. On a vu le témoignage de Nir Hefetz. Alors parfois, effectivement, le témoignage est effrayant, hein, surtout lorsque l'on entend parler des pressions qui ont été exercées sur Nir Hefetz pour témoigner contre Netanyahou. Mais parfois, eh bien, il faut bien avouer que Nir Hefetz charge un peu, ou pas mal même, l'ancien Premier ministre en affirmant que à partir d'un certain moment, il a estimé qu'il était plus apte à être Premier ministre, en particulier parce qu'apparemment il était influencé par sa famille, par son fils Yair en particulier. Mais il est pas étonnant du tout, ce témoignage. Il n'est pas simplement effrayant. Ce qui est effrayant, c'est que on fait plus du tout la part des choses. Et là, on peut vraiment remercier les gens qui nous accompagnent, à savoir les journalistes juridiques qui nous accompagnent dans la compréhension de ce dossier. On fait plus du tout la part des choses entre le juridique et le politique. Si je pense, par exemple, que le parti Ra'am, voilà, des islamistes en Israël, c'est un danger pour le sionisme et c'est un danger pour l'État d'Israël. C'est ma position. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas voter avec eux pour la prochaine Knesset. C'est la raison pour laquelle je ne les voulais pas au gouvernement. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire que Mansour Abbas doit être demain sur le banc des accusés et derrière doit se voir affecter une peine de prison ferme. Ça n'a absolument rien à voir. Nir Hefetz, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte absolument rien. Parce que l'acte d'accusation, vous savez, en droit pénal en Israël, on doit réussir à prouver au-delà du doute, que effectivement il y a eu le péché, l'acte frauduleux a été effectué. Mais Nir Hefetz, il fait exactement l'inverse. Il n'arrête pas de prouver, d'ailleurs, comme les autres, comme les prédécesseurs les prédécesseurs qui ont été interrogés à la barre, qu'il n'y a aucun doute, en fait, que Netanyahou a eu le même type de relation et le même type de relationnel avec les médias que d'autres politiciens, que parfois il était mis en avant et parfois il n'était pas mis en avant. Sur les 315 actes sur lesquels il a été jugé, il s'avère que pour les 2 tiers, où il n'a pas eu de traitement de faveur, ou au contraire, il a eu un traitement de défaveur et ça a été prouvé. Je veux dire, on est en train de vivre une réelle farce. Après que Nir Hefetz pense que Benjamin Netanyahu ne soit pas un bon Premier ministre pour l'État d'Israël, pour des raisons subjectives ou objectives, peu importe. C'est son droit, c'est la raison pour laquelle on est en démocratie. Et je pense que Nir Hefetz, aux élections précédentes, avec coup de bol, on en a tous les 4 mois ici, il a sûrement dû voter pour un autre candidat que Benjamin Netanyahou. Mais de là à dire que c'est pénal, absolument pas. Et c'est ça l'amalgame. C'est ça le problème. C'est que des gens qui ont des prérogatives et qui sont proches de politiciens qui ont été élus, qui ont la voix du peuple, eh bien, ils font des choses qui sont absolument dangereuses. Pour Nir Hefetz, c'est de se mettre j'allais dire, à nourrir des fuites sur des informations qu'il aurait eues dans son interaction avec le Premier ministre, alors qu'il était un fidèle, alors qu'il était proche du Premier ministre. Et pour Avichai Meneblit, c'est encore bien pire. Ça aurait été d'avoir un jugement, j'allais dire, subjectif, personnel, qui a impacté sa décision d'autoriser, de porter l'acte d'accusation contre Benjamin Netanyahu. Alors, une dernière question. Il a réellement jeté tous ces dossiers-là à la poubelle. Il n'en a pas fait acte. Alors, une dernière question, Raphaël. On voit que les sondages restent relativement sereins pour Binyamin Netanyahou, pour le Likoud. Est-ce que vous pensez que dans la conjoncture actuelle, Binyamin Netanyahou, comment doit-il réagir? Essayer de demander une accélération de son procès, se retirer? Quel conseil vous pourriez lui donner dans la conjoncture actuelle? Alors, le vrai problème de la conjoncture actuelle, c'est que la fragilité du gouvernement actuel, c'est sa force. C'est-à-dire que personne ne va prendre le risque, j'allais dire, d'essayer d'aller trop loin parce que ça risquerait de s'écrouler. Et derrière, les sondages sont absolument clairs. Et il y a une bonne partie des membres du gouvernement actuel, des membres de la Knesset,
du côté du gouvernement qui vont voir la Knesset prochaine à la télé et non pas, dans l'hémicycle. Donc, je crois que pour Benjamin Netanyahou, il n'y a pas réellement de possibilité de voir son projet s'écourter. Je crois que c'est les seuls qui peuvent décider d'accélérer les choses, ce sont les juges. Et je pense que lorsque les juges ont refusé d'annuler le procès pour vice de procédure, étant donné qu'Avichai Mendelblit, à l'encontre de ce qui est statué dans la loi constitutionnelle, n'a pas signé l'ouverture j'allais dire, de l'enquête vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, ils auraient pu se baser sur une vice de procédure, ils ont décidé de ne pas le faire. Donc, à mon avis, ils vont porter le projet et ils vont porter le procès jusqu'au bout. Pour Benjamin Netanyahou, j'ai aussi le sentiment que ça ne va pas réellement être un game changer. Parce qu'à partir du moment où le procès, la présomption d'innocence pour un camp politique, c'est quelque chose de complètement, c'est un superlatif. C'est quelque chose d'abstrait. Au final, même si Benjamin Netanyahou, demain, on accélère le procès et puis il est complètement lavé de tout soupçon, j'ai pas l'impression que les sondages vont changer de façon dramatique. Sauf que il suffit d'un ou deux mandats pour tout changer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Hamzalak, de nous avoir éclairé de nous avoir livré votre appréciation sur ce qui se passe actuellement au procès de Benjamin Netanyahou, qui est très intéressant, sur les déclarations d'Avichai Mendelblit et sur les derniers sondages favorables au Likoud. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.